Laëlia Véron, bonjour. Vous enseignez la stylistique et la langue française à l'université. Et cela fait aussi une dizaine d'années que vous enseignez en milieu carcéral. Vous aussi, vous préparez leur réinsertion, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui vous a décidé? Qu'est-ce qui vous a amené à la prison? Je savais juste que je voulais enseigner dans d'autres milieux, dans d'autres endroits, là où l'école n'était pas forcément présente ou pas assez présente. Et il se trouve que j'avais rencontré à l'époque l'association Génépi qui proposait aux étudiants d'intervenir en détention. J'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai continué à intervenir une fois que j'ai passé les concours d'enseignante comme vacataire de l'éducation nationale. Et je compte bien rester. Et qu'est-ce que vous enseignez? Quels sont les profils? Quelles sont les personnes à qui vous donnez des cours? Alors, qu'est-ce que j'enseigne et les profils, c'est déjà un peu de choses différentes. Ça dépend aussi de ce dont les pôles scolaires ont besoin. J'ai enseigné dans des prisons différentes, à Fresnes, à Rennes, à Orléans, à Clairvaux. Et donc déjà, de quoi les pôles scolaires ont besoin? Souvent, moi, ça va être ce qu'on appelle les niveaux supérieurs, c'est-à-dire brevet, bac, équivalent du bac, voire études supérieures. Ça va être autour des matières littéraires, français, histoire, géo. Et quand il y a des étudiants qui suivent des études supérieures, mais il y en a peu, eh ben, j'essaye de les suivre. Parce que la plupart des besoins, c'est l'alphabétisation. C'est la plupart des besoins, oui, vraiment. On a des chiffres sur l'alphabétisation ou les Alors, je crois que c'est à diplômes? peu près un tiers des personnes incarcérées qui sont illettrées. Pas analphabètes, mais illettrées, mais c'est quand même beaucoup. Dans ces cas-là, est-ce que c'est les prisonniers illettrés qui demandent à avoir une formation, des cours, ou est-ce qu'il y a une obligation Alors, il n'y a pas d'obligation pour les majeurs. Toutes les personnes majeures que nous recevons, c'est elles qui ont fait la demande. Par contre, il y a une obligation pour les mineurs. Les mineurs, les personnes mineures doivent suivre des cours. Il y a encore des mineurs en France qui sont illettrés? Oui, il y en a. Ouais, malheureusement, il y en a. Et donc, vous les préparez. Comment vous les préparez? Qu'est-ce que vous leur proposez? Comment vous arrivez à capter leur... Je pose beaucoup de questions. Oui, bah, c'est bien, ça vous intéresse, j'en suis ravie. J'en suis ravie. Alors, c'est vraiment différent quand les gens viennent déjà de manière volontaire ou non. Pour les mineurs, c'est une autre problématique. Moi, je ne m'occupe pas vraiment des mineurs. Mais pour les majeurs, déjà, on a des personnes qui ont choisi de venir. Alors, ça peut être pour des raisons différentes. La première motivation, on l'a entendu dans le reportage, c'est sortir de cellule. C'est clair. La deuxième, c'est se resociabiliser, parler à des gens de l'extérieur. Et c'est aussi apprendre, se former. Généralement, l'intérêt, il est là. Les gens ont envie de rencontrer quelqu'un, de débattre. Il faut juste avoir, nous aussi, envie de débattre, d'échanger, d'apporter des choses. Mais susciter l'intérêt, ce n'est pas vraiment un problème. Vous venez de dire sortir de la prison. C'est pas sortir de la prison uniquement physiquement, je pense. C'est aussi peut-être s'évader. Tout à fait. C'est aussi une métaphore qu'a employée la personne détenue qu'on a entendue et que moi, je retrouve tout le temps. C'est oublier un peu quelques moments qu'on est en détention et donc s'évader par l'esprit. Et ça, je pense que c'est vital. Alors, vous avez un podcast qui s'appelle Parler comme jamais sur Binge Audio. Vous avez consacré un numéro pour justement... Alors, vous parlez d'interaction langagière en prison. Qu'est-ce que l'interaction langagière? Est-ce qu'elle est différente de ce que nous connaissons, nous, à l'extérieur? Ce qui m'a un peu fascinée sur les interactions langagières en prison, c'est qu'elles sont à la fois très codifiées, très surveillées. Voilà, moi, à chaque fois que je donne un cours, j'ai une alarme sur moi. Il y a un œilleton, il y a un surveillant qui vient souvent regarder comment ça se passe. Les conversations téléphoniques sont écoutées quand les personnes détenues appellent leur famille. Les parloirs aussi, il peut toujours avoir quelqu'un qui regarde. Donc, c'est à la fois très encadré, très surveillé. Et en même temps, c'est aussi un espace de subversion de cette surveillance. Par exemple, en prison, on voit des yo-yo tout le temps, c'est-à-dire des draps qui pendent de cellule en cellule où les détenus s'envoient des choses, beaucoup de choses. On a aussi l'argot qu'on connaît, qui est spécifique à la prison. Les détenus crient beaucoup de fenêtre en fenêtre pour communiquer malgré l'enfermement. Donc, il y a toute cette tension-là. Et moi, en tant que linguiste et qu'intervenante en prison, ça m'a un peu fascinée, effectivement. Qu'est-ce que vous leur proposez? Quels sont les supports sur lesquels vous travaillez? Alors, pas beaucoup de supports parce que là, moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire des formations informatiques et qu'on puisse utiliser des ordinateurs. Mais Internet est très, très limité en prison et l'accès aux ordinateurs aussi. Donc, justement, moi, j'y vais avec 2-3 supports papier. Mais sinon, c'est beaucoup de l'oral. C'est beaucoup de l'échange. On a quelquefois des supports pour démarrer. Mais ce qu'attendent les gens, c'est de l'échange assez vif des fois, des grands débats, parce que voilà, c'est le seul moment pour certains qui sont enfermés 23 heures sur 24, même si ça dépend des peines, où ils vont pouvoir échanger. Donc c'est surtout Donc y pas de aller, littérature, c'est ça? Ah si, tout à fait, on peut échanger autour de la littérature, C'est-à-dire heureusement. Non, Quel moi thème j'aime vous beaucoup... proposez? Eh bien, j'aime beaucoup, par exemple, on peut lire,
on peut lire des débuts de nouvelles et essayer d'imaginer la suite, de débattre sur les personnages, d'écrire la suite. Pareil en poésie, moi j'aime bien faire ça. Très souvent, je donne un début, je demande aux personnes détenues d'écrire la suite. Ensuite, je demande de lire en l'interprétant un peu devant tout le monde. Après, on réagit à ça. Bien sûr que la littérature peut être un objet de débat. J'avais lu par exemple une nouvelle de Dino Buzzati, Quiz aux travaux forcés, où l'histoire, c'est un détenu qui, s'il arrive à raconter une histoire et tout le monde l'applaudit, il peut sortir, il peut être libéré. Donc on a bien sûr débattu de ça et réécrit à partir de ça. Est-ce que vous enseignez aux hommes comme aux femmes? Est-ce qu'on enseigne de la même manière aux hommes qu'aux femmes détenues? Comment ça se passe? Moi, je tiens à enseigner aux deux. À un moment, je suis intervenue à la prison de Rennes, où c'est que des femmes. C'est très particulier. C'est la seule prison où il n'y a que des femmes en France. Sinon, il y a des quartiers. Et la prison, c'est vraiment très peu mixte. Des fois, il y a certaines activités mixtes, mais c'est très, très rare. J'aime bien enseigner aux deux. C'est différent parce qu'il y a moins de tension chez les femmes, tout simplement parce que généralement, elles sont moins nombreuses. Il peut y avoir de la surpopulation chez les femmes, mais c'est seulement, parmi la population incarcérée, les femmes, c'est seulement 5% ou moins. Donc généralement, il y a moins de surpopulation, il y a moins de tension, que ce soit chez les personnes détenues ou chez les surveillants, et ça se ressent. Ce ne sont pas que des cours individuels, n'est-ce pas? Ce sont des cours en groupe, c'est ça? Alors, c'est la plupart du temps des cours en groupe. Avec le coronavirus, on a dû s'adapter. Les cours, d'ailleurs, ont été réduits. Pendant le coronavirus? Ça a été très difficile parce que quand je vous disais que la plupart des gens, c'est des illettrés ou des analphabètes, imaginez faire un suivi pédagogique sans Internet et avec juste du support papier. Ça va être compliqué d'envoyer des lettres à quelqu'un qui ne sait pas encore lire et écrire. Donc ça a été très compliqué. On a essayé de bricoler, de faire quand même passer un peu des supports. Vous avez quand même réussi à donner des cours? On a essayé, mais forcément on a perdu des gens et cette année ça a été très compliqué parce que les cultes ont pu reprendre, certaines formations professionnalisantes ont pu reprendre, mais l'école en groupe ça a été extrêmement limité. Une dernière question, vous enseignez aux détenus, qu'est-ce que eux vous ont appris? Je pense que ça a remis en cause pas mal de clichés pour moi, alors des clichés de toutes sortes, mais pour parler de langue, notamment des clichés sur la maîtrise du code oral, du code écrit. Je pense que j'avais une vision un peu basique, quand vous êtes bon à l'oral, que vous savez argumenter, vous savez écrire. Et là, j'ai pu voir des gens qui sont très très forts à l'oral, dans l'expression, dans l'argumentation, et qui sont par exemple bloqués sur l'orthographe. On avait parlé d'orthographe ici avec vous, et bien là, par exemple, ça m'a appris ça. Eh bien, justement, je vais renvoyer les téléspectateurs à votre livre écrit avec Maria Candéa, Le français est à nous, un petit manuel d'émancipation linguistique. C'est aux éditions La Découverte. Merci, Laëlia Véron, d'avoir été notre invitée.